Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Je suis un peu essoufflé, je viens de la cave, du sous-sol où j'ai rapporté une grosse pile de revues et à ma déconvenue de constater que le numéro de mars 1943 de l'Amérique française n'y était pas. Et il est arrivé une chose assez étonnante. Phonographie a partagé un long commentaire, toujours approprié, toujours érudit, en note en bas d'écran. Et je lui ai répondu, mais les deux commentaires, le sien, qui était nettement plus intéressant que le mien, et le mien également, ont été supprimés de YouTube. Alors je lui ai demandé de m'envoyer par courriel son commentaire que je vais vous lire après vous avoir raconté un peu ma journée qui a été tristounette, un peu mélancolique, et vous allez voir, et vous allez entendre plutôt pourquoi. Donc, c'était pas la première fois, donc la vidéo d'hier consacrée à Rachel Bespaloff, en fait, c'était pas la première, c'était la première fois qu'un commentaire était comme ça, supprimé de ma chaîne YouTube, mais une fois aussi, j'ai eu un commentaire, j'avais fait une citation de Charles Resnikoff tirée de son poème Holocauste, traduit par André Markovitz, publié aux éditions Une, où des bergers allemands attaquaient des, des juifs dans un camp de la mort. Et Facebook m'avait averti que je contrevenais aux règles de la communauté. Évidemment, ce n'était pas un passage antisémite, il va sans dire, mais les algorithmes, les robots, alors ça aussi, hein, quand on y repense que de plus en plus, c'est les algorithmes qui vont façonner notre pensée. Et aujourd'hui, oui, pourquoi Tristounette? Ben, il se passe quelque chose depuis à peu près 12 mois, 18 mois. Quelque chose qui se produisait de temps à autre, plutôt rarement, mais qui depuis 18 mois survient à un rythme accéléré, peut-être un peu freiné, tempéré par la pandémie. C'est que ça fait longtemps que je suis libraire et c'est là aussi que je commence à m'apercevoir, que je commence à avoir du millage. Là. C'est que les clients, mes vieux clients, soit plus âgés que moi ou que j'ai depuis les deux, en fait, beaucoup plus âgés que moi et que j'ai depuis longtemps, eh bien, pour toutes sortes de raisons, euh, viennent à se délester, à se débarrasser de leur bibliothèque. Dans certains cas, c'est pour des raisons assez graves, ils sont gravement malades ou ils sont décédés. Dans d'autres cas, et ça m'est arrivé il y a quelques jours à peine, quelqu'un qui fréquentait ma librairie depuis longtemps m'a proposé à la vente plusieurs centaines de livres, et dont beaucoup portaient ma signature. Je reconnaissais le prix des livres. Je savais que je reconnaissais les livres, et en vérifiant le prix à l'intérieur, je pouvais constater que c'était des livres qui avaient appartenu à ma librairie. Eh bien, cet homme-là, que j'appréciais beaucoup, est en perte de capacité cognitive. Alors, pendant qu'il a toute sa tête, il, il a commencé à se départir de sa bibliothèque. Alors, je présume aussi qu'il va se départir de d'autres choses, qu'il va se loger dans un appartement plus petit, qu'il est rentré en quelque sorte dans le long couloir qui conduit à la mort. Et ce que je vous disais donc, c'est que de plus en plus souvent, depuis 18 mois, je me retrouve avec des bibliothèques que
auquel j'avais contribué, auquel j'avais contribué à construire, à élaborer. Et là, c'est évident que devant cette chose-là, je me retrouve devant la perspective, même si les livres sont une sorte de promesse d'éternité, je me retrouve devant la perspective propre de ma propre finitude. Ouais, de ma propre finitude. Évidemment, c'est sûr, comme je viens de vous le dire, les livres, on a l'impression que tant qu'on a des milliers de livres à lire, qu'on a des auteurs à découvrir ou des livres à relire qu'on a lus il y a longtemps, dans certains cas, mon cas en tout cas, eh bien, on a l'impression que rien ne peut nous arriver, que nous sommes entrés dans une sorte d'éternité de papier, pour faire court. Mais ce n'est qu'une illusion. Le terme quand même s'approche. La perspective de lire ces milliers de livres qui me font envie, ça me nuise. Et ces bibliothèques-là, c'est ces bibliothèques qui apparaissent, ces bibliothèques dont une partie sont le fruit de mon propre labeur, de ma propre expertise, et que je les retrouve, il y a comme une sorte de boucle qui se boucle là, ici. Et aujourd'hui également, donc, j'ai appris le décès d'un homme qui fréquentait ma librairie et qui était un fou de philo. Et puis qui, toujours quand il quittait, puis il en achetait beaucoup, et toujours quand il quittait la librairie, il disait toujours je suis content de venir ici, j'aime ça venir ici, je vous remercie d'être là. Et là, il repartait avec sa pile de Deguerre, de Kant, mais beaucoup la philosophie allemande. Eh bien, une amie qui a été jadis sa compagne est venue m'annoncer son décès. Il est mort à la fin du mois de novembre et elle me confiait combien il m'appréciait. Et que là, aujourd'hui, elle allait... il y avait son service funéraire aujourd'hui. Et qu'elle-même, ayant souffert, en tout cas, de toutes sortes de troubles, pour résumer, me disait que la pandémie avait eu sur son esprit à elle un effet délétère, l'avait abîmé, et que son compagnon, avait également souffert beaucoup des mesures de confinement, de la séquestration, de l'incapacité d'entrer en contact avec les autres. Alors ces morts invisibles, en fait, commencent à se multiplier. Vous voyez? Il y a la pandémie en elle-même, qui est une véritable tragédie à l'échelle planétaire. Eh bien, moi, en tout cas, je suis en mesure, en tout cas, d'en voir les effets à ma librairie. Et je trouve qu'aujourd'hui, peut-être les traits un peu plus tirés que d'habitude. Une certaine lassitude, une certaine... Même si le printemps vient de faire bruyamment son entrée dans notre vie, on passe à moins 10, à plus 20 en quelques jours. Le choc climatique peut être assez redoutable en nos contrées boréales. Alors, on va cesser de se plaindre. Alors, je vais vous lire ce fameux commentaire de Phonographie. Avec beaucoup d'ironie, il me salue. Bonjour, maître Lalondre. J'espère que votre mère se porte bien sûr. Ma mère se porte bien. Ma mère, elle est un peu malade aussi. Et elle aussi, ces mesures sanitaires, ce confinement, commence à avoir un effet assez terrible sur son moral. Hier, son moral était coup-ci, coup-ça. Pour ne pas dire assez mauvais au fond. Alors j'espère que votre bonne mère se porte bien. Voici le commentaire litigieux. J'ai depuis retiré le mot mort.
J'ai peine à croire que le mot mort a pu être le sujet d'une traque des algos de YouTube. Passons. Très intéressant, comme c'est souvent le cas chez vous. J'ajouterai simplement ceci avant que vous n'abordiez Shestov. Ça ne sera pas ce soir. Et afin d'associer certaines évocations de vos précédentes vidéos, que le manuscrit d'un livre de Léon Verte, le manuscrit de 33 jours, fut confié seulement quelques mois après l'écriture, en 1940, à son bon ami Antoine de Saint-Exupéry, qui le laissa à son libraire-éditeur américain d'alors, Brentanos, à New York, accompagné d'une préface intitulée « Lettre à l'ami ». Mais Brentanos ne le publiera finalement pas, à la demande même de Saint-Exupéry, voulant ainsi éviter de placer son ami en danger. Saint-Exupéry reprendra son introduction, qu'il développa pour en faire un autre livre, Lettre à un otage, que publiera Brentanos en 1943, expurgé des mentions de Verte pour assurer sa protection. C'est l'éditrice, Viviane Ami, qui finalement publiera 33 jours, en 1992. Cependant, pour la traduction américaine, publiée en 2015, Melville Haas désirait accompagner le livre de Verte de cette lettre préface de Saint-Exupéry, alors introuvable. C'est finalement à Montréal, dans la collection de la BANQ, que fut retrouvé le texte de cette lettre à l'ami, tel que publié dans le numéro de mars 1943 de la revue Amérique française, suite à un accord avec Brentanos. Curieusement, le texte publié dans Amérique française mentionne à plusieurs reprises le nom de Verte, ainsi que l'emplacement de sa maison dans le Jura. Le mythe veut que cette portion de lettre à l'ami aurait possiblement été rédigée par Saint-Exupéry alors de passage à Montréal, quelque temps avant ou après son escalade new-yorkaise. À demain, au plaisir, Phonographie. Ben voilà, Phonographie. Et mes bons amis qui écoutez mes vidéos, je vais vous montrer une grosse pile d'Amérique française et le fameux numéro de mars 1943 ne s'y trouve pas. Je sais que j'en ai d'autres. Et là, j'ai téléphoné à mon confrère, François Côté, pour lui demander s'il n'avait pas dans son inventaire le numéro d'Amérique française de mars 1943. Mais lui aussi, il est débordé. Et puis en plus, il y a beaucoup de travail comme évaluateur. Alors simplement, je l'ai remercié de m'avoir répondu, mais je comprends. Alors je ne renonce pas cependant à le trouver. Est-ce qu'il a été numérisé par la BANQ? Je vais vérifier. Peut-être l'est-il. Alors à ce moment-là, je ferai une photocopie et je vous en lirai des extraits, sinon la totalité, en recontextualisant. Là où aussi a raison Phonographie, c'est qu'au fond, il y avait quelque chose qui s'était articulé autour de Verte, autour de la question juive, autour évidemment de la Deuxième Guerre mondiale, autour de l'occupation, autour du couvre-feu, autour de la pandémie, autour de toutes ces mesures sanitaires. Alors, peut-être ces derniers temps, je fais des escapades parce que je suis un lecteur pusillanime, si je peux dire. Alors, je bondis, je vais
d'un livre à l'autre. Cependant, je lis au complet un nombre important de livres dans une année. Mais le nombre de livres où je lis quelques passages, un chapitre ou deux ou trois, euh, et, ou simplement la quatrième de couverture ou la préface ou la table des matières, et bien dans une année, ça se compte par plusieurs centaines de livres. Oh, je dirais facilement comme ça. Puis dans une activité hors librairie, en fait, parce qu'il y a le métier de libraire où là, bon, je sais ce que je fais, mais assez souvent, je me laisse emporter par ah oui, il y a ça. Et puis là, je m'arrête. Je prends quelques minutes pour en lire quelques pages. Parfois, je décide que ben, cet ouvrage-là, je vais le conserver pour pouvoir le lire ou pour pouvoir l'explorer davantage, quitte à le remettre sur les rayons quelques temps plus tard. Mais je suis toujours en train de virevolter entre la bibliothèque et la librairie. Et la frontière est de plus en plus mince entre les deux. Parce que j'ai eu une période où je m'intéressais beaucoup à l'Amérique française. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer un document extrêmement rare, mais je vais vous montrer avant quelques-uns des numéros pour vous donner un peu un aperçu des auteurs qu'on y trouvait. Par exemple, celui-ci. Celui-ci de novembre 1951, où la directrice est Corinne Dupuis-Maillet, petite fille du grand magasin de détail Dupuis Frères. Donc, la petite fille. Donc, une héritière extrêmement riche, mais d'une richesse quasi inimaginable là, à cette époque-là pour des Canadiens français. Et c'était également une mécène, c'était quelqu'un, tout le, tout le milieu intellectuel, artistique, politique, s'y pressait chez elle. De l'architecte Ernest Cormier aux frères Hébert, sculpteur, Pierre Trudeau, le premier ministre du Canada, François Hertel. Et dans celui-ci, par exemple, on y trouve un article d'André Malraux, un article de Damas Potvin, André Malraux, un humanisme universel. Et puis, entre autres, ce qu'on y lit à ce numéro-là de 51, cette année, ont collaboré, je vous nomme quelques-uns des noms les plus remarquables, Jacques Ferron, Germaine Guévremont, Robert Lapalme, Émile Legault, Malraux, Carmen Roy, et les prochains numéros, il y aura des apparitions d'Ostaler O'Leary, Jacques Madol, Gabriel Leroy. Tenez, je vous montre celui-ci. Alors, Alberto Caraco, dans L'âge d'écrire, Rina Lanier, Guy Frégault, Anne Hébert. Et ce numéro-là, on était proche, février 1944. Celui-ci, bon, la date, 1949, on y trouve Clarence Gagnon, le peintre, Émile Nelligan, Michel Simon, très certainement le comédien, parce que Corinne Dupuis-Maillet était une intime de Michel Simon. Je vous montrerai un livre extrêmement rare qu'a publié Michel Simon. Je vais vous montrer ça dans les prochains jours, peut-être demain soir si vous êtes sage. Une véritable rareté publiée, si ma mémoire est bonne, à 200 exemplaires, avec un envoi. Alors, oui, Clarence Gagnon.
Celui-ci, 1954, on y trouve Roland Giguère, Jacques Ferron, Sylvain Garneau, et il y a des recensions, entre autres, une note sur Jean-Paul Sartre par Philippe Galli, et une colonie de contes français en Saskatchewan par Donatien Frémont. Celui-ci encore, Roland Giguère, Jean-Jules Richard, Claude Effly. Claude Effly, on a vu plusieurs vidéos ces dernières semaines sur Claude Effly, et ce numéro-là, c'est 1954. Et on y trouve des critiques de Alain Grandbois. On y trouve entre autres une enquête de Jean-Guy Pilon et Gaston Miron. Bref, du monde très important des lettres québécoises. Et celui-ci, le dernier que je vous montre, qui date de toujours 1955, Roland Giguère, Jacques Brault, Jacques Ferron et Jacques Soustel. Jacques Soustel, lettre d'un intellectuel à quelques autres à propos de l'Algérie. Ça aussi, l'Algérie, c'est resté un terme qui est revenu assez souvent au cours de, j'allais dire ces dernières semaines, mais on s'approche de ces derniers mois. Alors, je vous lirai aucun passage de rien. Je vais tenter de trouver ce numéro 43. Je vais aller voir s'il est numérisé. S'il ne l'est pas, ça devient compliqué d'aller à la grande bibliothèque. De toute façon, je n'ai pas le temps. Je vais essayer de encore fouiller dans cette cave où j'ai regroupé peut-être une douzaine de cartons de revues dont la plupart sont québécoises et canadiennes françaises. Donc des revues qui datent des années 30, 40, 50. Et ayant un intérêt particulier pour la revue Amérique française. Alors, je vais conclure cette vidéo en vous montrant un document important. Je vais vous le montrer. Je vous le montre de loin. Tenez, il est encadré. Je m'approche. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Non, avec le reflet, on ne voit pas grand-chose. Mais, je vous le lis. Le 16 septembre 1947. Vente. Je sous-signé Rodolphe Dubé, alias François Hertel, prêtre, déclare par les présentes vendre la revue Amérique française qui m'appartient en exclusivité telle qu'ils a... J'arrive pas à lire le mot. Des certificats tels qu'il apparaît ou des certificats d'enregistrement à la Cour supérieure district de Montréal en date du 20 mai 1946. La présente vente est faite pour le montant de 400 $ qui m'a été payé en entier par l'acheteur, Madame Roger Maillet, Corinne Dupuis-Maillet, dont quittance. Je déclare de plus que la dite revue est libre de toute dette et que je cède tout le matériel appartenant à la dite revue présente en ma possession. Alors, on y trouve ici le nom de Rodolphe Dubé, alias François Hertel, vendeur, Corinne Dupuis-Maillet, acheteur, et qui est le témoin? Pierre Elliott Trudeau. Alors, voilà. Oui, Pierre Elliott Trudeau, qui fréquentait le salon de Mme Corinne Dupuis-Maillet. Mécène et poète également, et peintre, et qui était une figure centrale de la vie intellectuelle et littéraire et politique de la province de Québec. Alors, voilà comment les choses allaient pendant ce qu'on a appelé la fameuse Grande Noirceur. Alors, vous voyez, là, on est dans la période. Alors, cette Grande Noirceur-là, quand même, elle était constellée de lumière éparse.
Et, et là, vous voyez ces deux mythes-là de la Grande Noirceur et de la Révolution tranquille avec la perspective historique des nouveaux des jeunes historiens avec les recherches en historiographie. Eh bien, on commence à avoir l'histoire sur une durée, sur une longue durée. Et plus on va avancer, et plus le temps historique va être long. Et peut-être ce qui nous apparaît comme des césures, des ruptures, eh bien, vont apparaître au fond peut-être plus reliées, peut-être certes de manière ténue, de manière aléatoire même, mais peut-être avec un fil conducteur beaucoup plus robuste et beaucoup plus significatif qu'on aurait pu l'imaginer avec nos dates historiques, avec nos grands événements, au fond, qui font écran sur le flux et les transformations lentes de l'histoire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vidéo un peu tristounette d'avoir appris le décès de cet homme que j'appréciais et de voir aussi de plus en plus de mes vieux clients, tant en âge qu'en durée de fréquentation, euh, eh ben, remballer leur propre bibliothèque, me mandater pour procéder à, à l'éparpillement, à la mise en liberté, parce que beaucoup me disent aussi, je souhaite leur rendre la vie aux livres que j'ai aimés. Je souhaite leur rendre la liberté afin que d'autres en profitent. Il y a ça aussi, hein, ce désir-là de, de passer quelque chose aux jeunes générations qui sont peut-être peu nombreux à s'intéresser à la chose imprimée, mais nous n'avons jamais été peu nombreux. Il n'y a jamais eu d'âge d'or de la culture. Jamais. Et ça, il n'y a jamais eu, il y a toujours eu un petit nombre, ça je suis bien convaincu de ce que j'avance. Il y a toujours eu un petit nombre qui, contre toute attente, contre l'esprit du temps, poursuivent une quête, une quête de sens singulière qui n'appartiennent qu'à eux et, euh, et qui et qui et qui au fond est très très non seulement respectable mais très sérieuse dans la recherche, hein. Une phonographie par exemple dont l'érudition nous estomaque, dont l'érudition nous subjugue, eh bien, on l'imagine, tout jeune homme, il devait être plongé dans ses livres aussi. C'est un fin lettré, hein. Moi, je suis assez admiratif par ses connaissances. Ouais, franchement. Je pourrais lui donner du maître également. Maître phonographie. Et donc, pour moi, il y a tout lieu d'espérer que tant, tant que de jeunes esprits se penchent à nouveau sur les vieux textes de la vieille humanité, eh bien, tout n'est pas perdu au fond. Alors, voilà. Peut-être demain, je vais vous parler de Michel Simon. Demain, j'ai une grosse journée aussi. Il y avait quelque chose d'autre où ça, ah oui. Deux. Finir sur une note un peu plus rigolote. Aujourd'hui, il y a deux clients à la librairie qui m'ont dit, un que j'avais jamais vu et que c'était la première fois qu'il rentrait dans la librairie, mais qui cependant vit à côté de la librairie et qui a acheté un livre d'Albert Cosseret aussi. Bon, tout se tient. Et un autre qui, lui, vient de temps à autre, et puis, en fait, qui vient de temps à autre, mais depuis notre établissement, il y a 3 ans, on peut dire que c'est un client régulier. Et les deux, le premier, qui n'était jamais rentré dans ma librairie,
m'a dit, le soir, je passe, je retourne chez moi en autobus et je vous vois dans la vitrine en train de parler à votre ordinateur. Alors, je lui ai expliqué ce que je faisais. J'en ai profité pour mentionner ma chaîne YouTube, hein? Ne sait-on jamais. Et quelques minutes plus tard, l'autre client, il me dit, parce que lui, il fait sa promenade avant le couvre-feu, il me dit, eh ben, régulièrement, je passe devant votre vitrine et vous êtes là, devant votre ordi. Alors, là, lui aussi, je dis, ben, ma chaîne YouTube, Bruno Lalonde, allez voir ça. Je fais des vidéos où je parle des livres et tout ça. Ah, ça m'a fait drôle. Ah, qu'est-ce qu'il fout là? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde, là? On va regarder un peu, voir s'il se passe quelque chose. Alors, ben non, il se passe rien. Bon, ben écoutez. Oh, non, les gens se pressent. Il est 9h30. Le couvre-feu est entré en vigueur, alors les gens se pressent. Et encore une fois, la nuit va être remarquablement silencieuse. C'est incroyable l'effet de silence de ce couvre-feu. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. Alors, ben écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et, il faut bien le dire, à demain.